mettre fin au mystère des attentats du Stade de France, deux moyens pouvaient permettre de le faire. Primo, publier toutes les images de la vidéosurveillance présente autour des accès et les faire analyser par des organismes indépendants du pouvoir. Et secondo, rapporter en audio-vidéo les témoignages visuels des personnes qui furent nécessairement présentes autour des explosions. À ce jour, un seul témoignage en ce sens avait été publié, celui d'un certain Blémo Conan. On était au stand pour la commande des sandwichs. Le monsieur nous a servi les sandwichs et j'ai demandé au monsieur je pouvais prendre les toilettes. Il m'a dit c'est dans notre brasserie, vous rentrez, vous trouverez les toilettes au fond. Et je suis rentré après dans la brasserie en demandant si je pouvais utiliser les toilettes et la personne qui nous servait m'a dit oui c'est le même patron, vous pouvez rentrer. Et puis quand je vais aux toilettes, au moment où je me rapproche de la porte, je pousse la porte de la main gauche, j'entre. Quand j'entre dans les toilettes, je croise cet individu transpirant, visage transpirant, interrogatif, inquiet. Donc je me rends aux toilettes. Quand je me rends aux toilettes, je pousse la porte des toilettes. En poussant la porte des toilettes, je tombe sur un individu barbu, visage creusé, typé pas maghrébin, mais pas, c'était pas tout à fait maghrébin. J'avais plutôt l'impression que c'était une personne du Proche-Orient. Mais le visage transpirant, mais d'une transpiration, c'était pas de l'eau. Je suis sorti, j'ai croisé un deuxième individu dont j'avais déjà vu le passage un peu récurrent. Et on voyait bien que le mec transpirait, angoissé, dans une position qui était une position, les mains posées sur le lavabo, fixant la glace. Je me suis dit, il est bizarre ce mec. Il se passe quelque chose. Cet individu, je l'ai fixé du regard parce qu'il n'avait pas l'air commode et il avait une attitude suspecte, étudiant un peu les lieux par le balayage du regard. Je me suis dit, ce mec-là n'est pas tranquille. Et là, je me retrouve avec un individu qui, quand on est arrivé sur les lieux, que j'avais déjà vu passer une fois. 2 fois. Donc, vous l'aviez remarqué? Je l'avais remarqué. Rétrospectivement, parce qu'évidemment, on refait l'histoire. Je l'ai remarqué parce que c'est un peu ce côté un peu sécurité. Eux m'ont vu comme un vigile et moi je viens un peu des métiers de la sécurité. Donc c'est soit un règlement de compte, soit un braqueur. Je n'avais pas pensé à l'option terrorisme. Oui, il se distinguait parce que son attitude et son regard, le fait de jeter des yeux un peu dans tous les sens, d'être regardant, je me suis dit, soit c'est quelqu'un qui fait un repérage, donc dans une notion de braquage, soit c'est... après, sur la deuxième étape, je me suis dit, sac à dos porté un peu de façon, c'était pas tout à fait un sac à dos, mais un sac porté comme ça, je me suis dit, celui-là, il m'a pas l'air d'être le policier lambda, il aurait eu le brassard, il aurait eu notification, ça m'aurait permis. Quand je me suis retourné sur le stand et que j'ai regardé avec insistance cet individu, là j'ai flippé. Et la tête il avait une tête trop cramée, c'était pas... pour moi, ouais. Sans faire de discrimination, mais pour moi, c'était naturellement une personne qui venait en découdre. Donc je me suis dit, il y a un règlement de compte. Et au moment de chercher à mettre le croc sur mon sandwich, boum, première explosion. Et c'est qu'à partir de ce moment-là, que quand j'ai pris le sandwich en main, qu'il y a eu l'explosion. Et là, je levais la tête. Vous étiez juste à côté? Juste à côté. Je ne sais pas par quel biais une bonne étoile nous a permis à Rachid et à moi-même de pouvoir nous en sortir, mais on est miraculés de cette affaire. Donc dès qu'il y a eu l'explosion, avec le souffle, ça nous a propulsé un peu en arrière. Lui, il était à distance, on était à 10 mètres, lui, moi. Je l'ai vu, l'explosion. J'étais en face, moi, j'étais en face. J'ai vu le mec sauter, moi. Parce que non seulement je reconnaissais les individus et j'ai été déposé auprès des forces de police du poste de police du Stade de France, à qui je rends un hommage. Ils ont fait un boulot remarquable. Ils ont fait preuve d'un sang-froid de qualité qui m'a permis de pouvoir leur raconter la situation telle qu'elle s'était produite. Le problème est que le quotidien omet de préciser son engagement politique singulier. Militant inscrit au PS et candidat aux dernières élections de mars 2015, Blémo Conan fut également le délégué national aux activités internationales au sein du parti. Sa particularité, soutenir depuis 2006 jusqu'à nos jours
l'opposition iranienne incarnée par la secte réputée proche de Tel Aviv et Washington, des Moudjahidines du peuple. An Iranian group considered as terrorist by the U.S. for 15 years is moving off the blacklist. Government officials are advocating to clear the name of the MEK, even releasing a number of PR adverts. This could further strain relations between Washington and Tehran. Jamal Abdi, the policy director for the Iranian American National Council, believes it's MEK's ties with Israel and U.S. lawmakers that are driving the push. Ce soir du 13 novembre, Mokono, seul témoin à affirmer face caméra avoir vu le mec sauter, était d'ailleurs au Stade de France avec Rachid Temal, patron PS du Val d'Oise et membre pro-Hollande du bureau national du parti. 5 jours après Le Parisien, Mokono accordait sur les Champs-Élysées un entretien à CNN, raillé par la majorité des commentateurs sur YouTube, en raison de son exubérance déplacée. Hormis Mokono, aucun témoignage audiovisuel d'une explosion n'avait été rapporté à ce jour. Dès le lendemain des attentats, l'homme qui se présente dorénavant comme un miraculé avait enchaîné les interviews à la manière d'une vedette en promotion Le Parisien, mais aussi dans l'ordre chronologique, Val d'Oise TV, BFM TV, iTélé, RTL, RMC, Channel 4, La Gazette du Val d'Oise, CNN, LCI, France 2, RTL Belgique et TF1. Systématiquement, Mokono développait un témoignage hyper détaillé avant de conclure, une fois sur deux, sur un message optimiste quant à la réaction des autorités contre le terrorisme. Et pour chacune de ces interventions, le journaliste face à lui n'évoque jamais ses engagements politiques singuliers, comme étant l'un au sein de la commission sécurité du Parti socialiste, l'autre auprès de l'opposition anti-islamiste iranienne. Le 12 février, au micro de France Info, Mokono affirmait encore avoir vu leur visage, à propos des 2 premiers kamikazes du Stade de France, et vu le corps s'exploser. 3 jours après, Le Monde évoquait également ce militant socialiste dans un autre dossier. Dans son édition du 24 février, le quotidien avait consacré un papier à la mise en examen d'Alain Gardère, ex-directeur du Conseil national des activités privées de sécurité, le CNAP. Le papier du Monde révèle également que Mokono avait alors demandé au préfet de l'introduire dans la franc-maçonnerie. Placé sur écoute de juillet à septembre 2015 et mis en examen le 21 janvier pour corruption passive, prise illégale d'intérêt, recel d'abus de biens sociaux et détournement de fonds publics, Alain Gardère, membre de la Grande Loge nationale française, avait depuis été suspendu de son obédience maçonnique. Juste avant sa fracassante chute, Gardère avait accepté d'embaucher Mokono, sous pression de l'Élysée, qui lui adressa un courrier fin novembre. Rappelons ici que Mokono avait insisté, selon Le Monde, durant tout l'automne, soit avant et après les attentats du 13 novembre. Et 2 semaines environ après son témoignage du Stade de France, un conseiller de François Hollande était donc directement et efficacement intervenu en sa faveur, pour le faire recruter au sein du CNAP, établissement public sous tutelle du ministère de l'Intérieur. Conséquence, depuis janvier 2016, Bilal Mokono est devenu conseiller technique auprès du ministère de l'Intérieur. Du coup, son supérieur hiérarchique officiel fut désormais le juif Alain Bauer, président du CNAP, ancien grand maître du Grand Orient de France, camarade de Manuel Valls, férus d'espionnage, chantre-conteur de la guerre contre le terrorisme et collaborateur du Mossad. Valls, Hollande, Mokono, Bauer,
La boucle serait-elle bouclée? Le détail curieux est qu'un homonyme français de Blé Mokono aurait fondé, dirigé et dissous une obscure compagnie, la SKM Air Worldwide, basée à Londres entre décembre 2013 et juillet 2015. Et l'autre détail à souligner est que son fils, prénommé Ryan, et âgé de 13 ans, disposait de plusieurs comptes sur les réseaux sociaux, ainsi que d'un compte YouTube, sur lequel il publiait depuis le 30 octobre, des vidéos intimistes racontant sa vie avec humour, face caméra. L'adolescent volubile, qui était censé avoir accompagné son père pour voir le match France-Allemagne, et qui aurait été traumatisé, d'après Mokono, par la scène de l'explosion, ne fait aucune allusion à sa mésaventure supposée. Notons d'ailleurs que tous deux étaient munis de billets en tribune officielle qui furent offerts par la mairie de Paris. Mokono semblait par ailleurs avoir désactivé sa page Facebook. Certaines photographies consultables sur cette page représentaient ce simple militant du PS domicilié à Cergy avec des figures gouvernementales de poids, tels Jean-Yves Le Drian, ministre de la Défense, et Najat Vallaud-Belkacem, ministre de l'Éducation nationale. Le 16 novembre, face au complaisant et proche de Valls, Jean-Jacques Bourdin, Mokono avait tenu curieusement à se présenter comme un musulman de mère catholique, dont les enfants ont une mère juive. Je suis musulman de mère catholique, de la mère de mes enfants juives. Je crois que je suis le bon exemple et on vit très bien. Et ça se passe super bien. Pistonné par Hollande, parrainé par Valls, soutenu par Bartolone et employé par le tandem Cazeneuve-Bauer, il est le seul individu à avoir catégoriquement affirmé avoir vu le corps s'exploser et dispose d'un réseau rarissime de protecteurs haut placés. Mais la presse d'investigation traditionnelle ne creusera pas davantage sur cette trouble affaire et aura choisi d'entériner la version officielle du 13 novembre, faisant état d'un témoin miraculé qui s'avérait lié, par une pure coïncidence, aux barons les plus influents de la nébuleuse socialiste, maçonnique et pro-israélienne. Hervé de Guine, auteur du livre Comptoir Voltaire, relatif à une enquête personnelle de l'attaque du restaurant du même nom, avait découvert un article datant du 17 novembre 2015, où l'édition numéro 3470 de Paris Match consacrait un papier aux attentats survenus 4 jours plus tôt dans la région parisienne. Selon Paris Match, une photographie du bar Comptoir Voltaire avait été publiée sur Twitter moins d'une demi-heure avant l'arrivée du supposé kamikaze, Brahim Abdeslam. Mais selon lui, en gros, ces informations semblent être bidons. La page du magazine comportait cette supposée révélation. Cette photo ne pouvait pas être située à 21h16, mais bel et bien à 21h50, heure à laquelle l'attentat s'était produit quelques minutes après, rejetant la thèse du supposé terroriste posté à l'avance sur ce balcon parisien. Pourtant,
malgré que si cela devait être une intox pour envoyer la police vers une fausse piste, et vu le manque total de rectificatifs venant de Paris Match, il reste quand même ce tweet qui avait pourtant bien existé. En prime, il n'a pas évoqué le cas particulier de Mademoiselle C, mystérieuse prostituée bruxelloise. Ce qui est troublant, intox ou pas, un étrange silence des autorités et de la quasi-totalité de la presse hexagonale sur ce sujet. Essayons d'identifier le lieu exact depuis lequel cette image avait été capturée. Le compte Twitter, suspendu, depuis, était dénommé OPX 90. Il correspondait avec d'autres comptes, Abcomrali, Muslan Blochi, Zarefes Erodé, et Tao 3, également supprimés par Twitter. Son image de profil, renvoyée au portrait du Jordanien Abou Moussa Al-Zarqawi, figure opaque du djihadisme dans le milieu des années 2000. Paris Match, dont l'information n'avait été relayée et développée, ou bien démentie par aucun média traditionnel de l'Hexagone, s'était contenté d'indiquer que l'immeuble était situé dans le 11e arrondissement de Paris. La photographie avait été capturée depuis un balcon de l'un des deux appartements situés sous les toits du 6e étage d'un immeuble haussmannien basé au 68 rue de Montreuil, non loin de la place de la Nation. Encore plus étrange, c'est l'accès direct au locataire ou propriétaire de l'appartement qui n'a pas été possible, et Hervé de Guin n'a pas cherché à en savoir davantage. Officiellement, les terroristes présumés du 13 novembre et leurs complices ont été domiciliés ou hébergés à Alfortville, Saint-Denis et Bobigny, mais non à Paris, plus précisément au 68 rue de Montreuil, à 2 pas d'un quartier emblématique de la communauté juive. Pourtant, un mystérieux couple, suspecté d'avoir été lié aux terroristes, était présent ce soir-là, aux abords de la rue de Montreuil. Selon le Parisien, ils ont été interrogés par la police avant d'être finalement relâchés. Le motif, le portable de Mademoiselle C, qui était elle-même en relation avec une connaissance de Jawad Ben Daoud, le logeur de Saint-Denis, avait systématiquement borné à proximité des lieux des attentats. Interrogé, le couple dont la femme venait de Belgique avait prétendu s'être donné rendez-vous à la place de la Nation avant de s'acheminer à avenue Philippe-Auguste, 2 endroits extrêmement proches du comptoir Voltaire. Le Parisien, aligné sur la version policière, affirmait d'ailleurs qu'il se serait rejoint à Nation, car il s'agirait d'un quartier branché. Quiconque connaît l'Est parisien sait que Nation n'a pourtant jamais constitué un lieu de prédilection pour faire la fête, contrairement aux zones voisines, Bastille et Oberkampf. Une précision importante est que les co-auteurs du papier problématique du Parisien sont Éric Pelletier et Stéphane Selamy. Si le second consacre régulièrement des articles relatifs à des affaires franco-israéliennes, au point d'être bien informé auprès de l'ambassade d'Israël, le premier était connu en raison de son implication pour graver dans le marbre la version officielle de l'affaire Mera. Avec Jean-Marie Ponto, lui-même formé auprès d'un journaliste pro-israélien dénommé Jacques de Rogy, Éric Pelletier avait publié, 3 mois seulement après les événements de Toulouse et Montauban, une enquête qu'aurait pu signer Claude Guéant, l'ex-ministre de l'Intérieur alors en charge du dossier.
Reste désormais à comprendre pourquoi l'ensemble de la presse dite d'investigation avait passé cette supposée vraie ou fausse piste sous silence, relative à quelqu'un utilisant un compte Twitter, faisant référence à une figure djihadiste, aurait capturé et publié la photographie d'un lieu dans lequel se produirait, moins d'une demi-heure après, une explosion imputée à un kamikaze, ni même publié un démenti en cas d'intox de Paris Match, selon Hervé Deguine. Paresse intellectuelle, loi du silence, ou bien poudre aux yeux pour laisser propager volontairement une nouvelle théorie du complot. Mais revenons au cas de la Call Girl. Le 20 décembre, le Parisien avait déjà fait état de ce mystère de Mademoiselle C, ajoutant que l'utilisatrice de ce numéro n'avait pas alors pu être identifiée. 2 mois plus tard, après audition des suspects, l'affaire était bouclée selon la totalité de la presse française, car il s'agirait d'une pure coïncidence, comme le résume Le Point. Revirement troublant. 11 jours après les attentats, dans sa conférence de presse du 24 novembre, le procureur de Paris était pourtant péremptoire en affirmant catégoriquement, à propos de cette ligne téléphonique, qu'elle était utilisée par les terroristes. Pour comprendre la signification d'une telle déclaration, alors sibylline, il faut se référer à une enquête de Paris Match, publiée le 30 décembre. Son auteur, Alfred de Montesquieu, lauréat du prix Albert Londres, fut le seul journaliste à rapporter publiquement un détail qui passa alors inaperçu. En voici des extraits. Noir sur blanc, Paris Match révéla incidemment que le Samsung, retrouvé près du Bataclan, était en lien avec le téléphone de celle qui est surnommée Mademoiselle C, sera plus tard présentée comme une call girl. Cet élément d'information fut étrangement passé sous silence par Le Figaro et Le Monde dans leur synthèse de l'enquête policière, publiée respectivement les 28 et 31 décembre. Les quotidiens se sont contentés, à propos du Samsung, d'indiquer qu'il avait eu 25 échanges avec un numéro situé en Belgique et ouvert au nom de Salah Abdeslam. Aucune mention fut rapportée au sujet de son lien avec le téléphone itinérant qui avait systématiquement borné près des attentats. Et ce n'est pas tout. Le smartphone de Mademoiselle C, considérée initialement comme la possesseuse d'une ligne utilisée par les terroristes, et finalement disculpée dans la plus grande opacité, avait été non seulement en contact avec l'équipe terroriste du Bataclan, le 13 novembre, ainsi qu'avec une connaissance de l'inénarrable Jawad Ben Daoud 10 jours plus tôt, mais également avec la police fédérale belge, quelques heures avant les attentats. Extrait d'un article du Parisien, en date du 29 février, qui rapporte sans rechigner la version policière de cette étrange connexion policière. Le 1er mars, au lendemain de cette nouvelle info édulcorée du Parisien, un média belge avait cherché à interviewer Mademoiselle C, sans succès. Cette bruxelloise leur avait fait savoir qu'elle souhaitait ne pas répondre à leurs questions.
Le 13 novembre, cet inconnu était parti près de Charleroi, selon Paris Match, lieu où se trouve également l'antenne policière de Marcinelle qui l'avait contacté en début d'après-midi. Or, la ville de Charleroi, située à une soixantaine de kilomètres au sud de Bruxelles, avait servi de planque à Abdelhamid Abaoud, présenté comme l'organisateur logistique des attentats. De plus, la voiture Seat Leon, utilisée par le commando des terrasses, avait été filmée à Charleroi durant une majeure partie de la journée du 12 novembre. Résumons les faits. Une Bruxelloise qui veut demeurer secrète a été initialement soupçonnée par les autorités françaises d'avoir été impliquée dans les attentats du 13 novembre. Le motif, son smartphone qui avait systématiquement borné près des attentats, était aussi en lien direct avec les terroristes du Bataclan, ainsi qu'une personne non identifiée de Belgique, elle-même en contact 10 jours plus tôt avec Jawad Ben Daoud. En dépit de ce lourd faisceau d'indices, elle sera curieusement relâchée après son audition policière, de même que l'homme qu'elle avait rejoint sur Paris. Quant à l'individu qui l'avait appelé depuis une antenne de la police fédérale belge, située près d'une planque terroriste, il ne s'agirait que du coup de cœur d'un simple employé administratif séduit par elle, selon une source non identifiée. Mieux encore, l'affaire du SMS du Samsung lui avait donné l'occasion d'y contribuer, puisque cet élément sera ensuite repris par le procureur de Paris, sans jamais être discuté sur le fond, à savoir les 3 interrogations qu'il soulève. Primo, pourquoi transporter jusqu'au Bataclan un téléphone comportant toutes les données nécessaires pour remonter progressivement la filière jusqu'au complice de Molenbeek? Secondo, qu'est devenu le second téléphone aperçu par un homme ayant observé les terroristes 2 heures auparavant? Et enfin, pourquoi jeter un téléphone, pour ensuite demander ceux des otages du Bataclan, afin de pouvoir contacter les médias? Après les attentats du 13 novembre, le quotidien britannique, le Daily Mail, avait publié en exclusivité le témoignage de 2 miraculés, Sofia Bejali et Barbara Serpentini. Ces 2 amis apparaissent dans les images de vidéosurveillance du restaurant Casa Nostra, qui fut ciblé par les 3 terroristes du commando des terrasses, au moment où l'un d'entre eux, celui dont le visage a été crypté, pointe son arme dans leur direction sans pouvoir tirer. Puis on les aperçoit ensuite se relever et prendre la fuite. Sofia Bejali, présentée comme une employée d'un cabinet juridique, fut celle qui a observé le tireur depuis sa descente de voiture. Quant à Barbara Serpentini, étudiante italienne en sciences politiques, qui fut également cachée sous une table en terrasse, affirme n'avoir pas vu son visage. Étrangement, aucun média français n'avait diffusé d'entretien avec l'une ou l'autre, pourtant témoin de premier plan des attentats, notamment Sofia Bejali, la seule qui semble pouvoir identifier ce tireur. Il faut rappeler que l'état d'urgence inclut le contrôle de la presse par les autorités. Et le tireur que l'on aperçoit dans les images de vidéosurveillance, probablement brun, plutôt blanc de peau, coupe au carré, épaules larges, ne correspond pas à la physionomie des 3 terroristes désignés par les autorités, Abdelhamid Abaoud, Shakib Akrou et Brahim Abdeslam. De 2 choses l'une, soit Sofia Bejali et Barbara Serpentini
avait décidé de n'accorder qu'un seul témoignage en l'occurrence pour un quotidien britannique, soit les autorités leur avaient imposé le silence sous le prétexte fallacieux du secret de l'instruction. Mais le plus étrange encore, c'est Sophia Béjali qui avait tenu une déclaration intrigante dans son unique interview. Elle avait l'homme vu sortir de voiture, mais son cerveau ne l'autorisait pas à se rappeler de ce qui s'était passé ensuite, et que tout cela était très vague. Il n'est guère la peine de comprendre que sa déclaration n'a strictement aucun sens et qu'elle est visiblement une personne qui doit garder le silence pour que son témoignage ne soit pas en mesure d'identifier ce tireur. Mais voilà, un an plus tard, pire coup de théâtre, la situation devient invraisemblable. Les 7 et 8 novembre 2016, on accorde le témoignage des deux amis à deux médias de l'Hexagone, Sophia Béjali au micro de RTL, sans montrer son visage, et Barbara Serpentini pour le documentaire Vivre avec, sur France 2, à visage découvert. Soyez attentifs. Vous avez rencontré Sonia, elle se trouvait sur la terrasse du Casa Nostra dans le 11e arrondissement le soir des attentats. C'est la première fois qu'elle s'exprime depuis. Elle a senti littéralement la kalachnikov d'un des terroristes sur son visage, mais l'arme s'est enrayée et elle a eu le temps de s'enfuir avec son ami. Là, mon amie m'a crié, non, Morgane est en train de nous tirer dessus, elle m'a plaqué au sol et elle me tenait contre elle. Du coup, elle était recroquevillée en fait le long de la vitrine, sous la table, mais la table c'était une petite table de café en fait, une petite table ronde. Un an plus tard, c'est elle-même qui m'a donné rendez-vous à la terrasse d'un café. Elle a 39 ans, des cheveux longs, noirs et bouclés. Elle enchaîne les sujets et les cigarettes, même si ce n'est pas ce que Sonia veut montrer. Aujourd'hui, elle n'est pas complètement réparée. Elle continue de tout surveiller autour d'elle. Cette grosse berline noire, par exemple, à quelques mètres de nous pendant l'interview. Je me disais, si je me fais vraiment petite, il y aura moins de chances que les balles me touchent. Le tireur le plus proche de nous avait arrêté de tirer. Donc du coup, j'ai ouvert les yeux, j'ai levé un petit peu la tête, et là, à 30 cm de moi, j'ai vu ses chaussures. Vous me disiez que vous avez oublié le moment où le terroriste a pointé son arme sur vous. Pourquoi j'oublie cette scène? Je ne sais pas. J'irai en parler à ma psy. Vous pouvez nous le raconter? Le terroriste a voulu rentrer dans le restaurant, celui qui était de notre côté. Là, il nous a vus, il a mis la kalachnikov sur ma tête, il a tiré, et rien ne s'est passé. Première incohérence, selon l'animateur Yves Calvi, Sophia aurait senti sur son visage la kalachnikov d'un terroriste sur la terrasse du restaurant Casa Nostra. Alors, comment se fait-il que l'interviewé déclare avoir depuis oublié cette scène? Seconde incohérence, et non des moindres, Sophia et Barbara sont devenues un an plus tard, Sonia et Morgane. Vous avez rencontré Sonia, elle se trouvait sur la terrasse du Casa Nostra dans le 11e arrondissement. J'étais très calme, je me disais, écoute Morgane, là ce que tu peux faire pour te protéger, c'est de te faire le plus petite possible. Un an plus tard, c'est elle-même qui m'a donné rendez-vous à la terrasse d'un café. Elle a 39 ans, des cheveux longs, noirs et bouclés. Elle enchaîne les sujets et les cigarettes, même si ce n'est pas ce que Sonia veut montrer. Le Daily Mail n'avait pourtant jamais mentionné avoir rectifié le patronyme des deux femmes. Autant être au clair, qu'elles témoignent sous couvert d'anonymat, à visage découvert ou non, avec seulement leur propre prénom, sans décliner leur identité, cela va de soi. Mais de là à vouloir prendre un patronyme différent au niveau du prénom, et changer d'identité face à la presse française, pour une raison totalement sans aucun intérêt, pour ne pas dire obscure, alors qu'elles n'avaient eu aucun mal à dévoiler leur identité véritable à la presse britannique, et tout ça en continuant de garder le silence sur la probable description exacte du tireur. Il est évident que tout aura été mis en œuvre pour que l'on ne puisse jamais identifier le mystérieux tireur du restaurant Casa Nostra.